Je suis Nathan Reynolds. J'ai 31 ans, et mes propres parents m'ont traîné en justice pour essayer de voler ma maison et la donner à mon jeune frère. On dirait le scénario d'un mauvais film, je sais, mais c'était ma vie. Avant de vous raconter comment un simple dossier oublié de vieux emails de l'université a fait voler en éclats toute leur affaire devant un juge et les a démasqués pour ce qu'ils sont vraiment, rendez-moi un service et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est bon de savoir que vous êtes là, que je ne parle pas juste dans le vide. Pour moi, la paix a toujours eu une odeur spécifique. Ce n'est pas l'odeur de l'océan ou d'une forêt. C'est l'odeur du WD-40, du métal chaud, du bois fraîchement coupé et du vieil acier américain fiable. C'est l'odeur de mon garage. Cet espace pour 2 voitures n'était pas seulement un ajout à la maison. C'était la raison principale pour laquelle j'ai acheté la maison en premier lieu. La maison elle-même était modeste, une maison coloniale à 2 étages avec une véranda enveloppante qui avait besoin d'une nouvelle couche de peinture. Ce n'était rien de spécial. 3 chambres, une salle de bain, une petite cuisine. Mais le garage était mon sanctuaire. C'était la manifestation physique de 8 longues années d'économie brutale et implacable. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur automobile en gagnant 42 000 $ par an juste après avoir quitté l'université d'État. J'ai vécu dans des appartements bon marché. J'ai conduit une voiture de 10 ans en mauvais état. Je n'ai jamais pris de vacances. Chaque dollar de côté est allé dans un compte d'épargne jusqu'à ce que j'ai la compte de 45 000 $. C'était tout mon propre argent. Pas de co-signataire, pas de cadeau, pas d'aide. Mon nom, Nathan Reynolds, était le seul sur l'acte de propriété. C'était mon château, et le garage était la salle du trône. À l'intérieur de ce sanctuaire se trouvait mon autre morceau de paix durement gagné, une Harley-Davidson Chevrolet de 1978 fièrement installée sur le pont élévateur hydraulique au milieu du sol en béton poli. Je travaille dessus depuis 8 mois. Une restauration complète à partir du châssis. Chaque écrou, chaque boulon, chaque fil était une décision que j'ai prise, un problème que j'ai résolu de mes propres mains. C'était ma méditation, le seul endroit où le bruit du monde s'estompait et où tout ce qui comptait était l'ajustement parfait d'un piston dans un cylindre. Ce samedi matin en particulier était parfait. Le soleil matinal traversait les hautes fenêtres, scintillant sur le chrome poli miroir des nouveaux pots d'échappement que je venais de monter la nuit précédente. J'avais une énorme tasse de café noir fumant sur mon établi juste à côté d'un plateau d'outils Craftsman bien organisé. Il était 7h45 du matin. Tout le week-end glorieux s'étendait devant moi, une étendue de temps parfaite et calme pour faire ce que j'aimais le plus. Puis mon téléphone a vibré, la vibration résonnant contre l'établi en métal avec un son intrusif. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Il s'est illuminé avec 2 mots qui ont instantanément aigri l'air, « Maman appelle ». Une anxiété familière de faible intensité a serré son poing froid dans mon ventre. Ma mère et moi n'avions pas le genre de relation où l'on s'appelle juste pour bavarder. Ces appels étaient toujours des instruments avec un but, des annonces, des demandes ou, le plus souvent, des corrections sur une prétendue lacune de ma part. J'ai essuyé une tache de graisse de mon pouce avec un chiffon d'atelier rouge et j'ai répondu, en essayant de garder ma voix neutre. Salut, maman. Nathan, mon chéri. Sa voix était mielleuse, un ton qui me hérissait toujours les poils. C'était sa voix que je suis sur le point de demander quelque chose et j'ai besoin que tu te sentes coupable si tu dis non. Es-tu occupé en ce moment? Ton père et moi devons te voir. C'est important. Je suis dans le garage en train de travailler sur la moto, ai-je dit, en regardant la Harley. Tout va bien? Quelqu'un est malade. Oh, non. Tout le monde va bien. Bien, a-t-elle dit un peu trop vite. Nous devons parler. C'est une affaire de famille. C'est à propos de la maison. La maison? Mon esprit s'est emballé. Avait-il besoin d'emprunter de l'argent? Pensait-il que je devrais la vendre? J'ai pensé qu'il voulait juste une visite en bonne et due forme maintenant que j'étais installé, ou peut-être voir les progrès sur la Harley. Ouais, bien sûr. Je peux être là dans 1 heure environ. Merveilleux, mon chéri. Nous t'attendrons, a-t-elle dit, et a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. La ligne est devenue muette. J'ai posé le téléphone, le calme paisible de mon garage me semblant soudain mince, fragile. L'air semblait chargé comme juste avant un éclair. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la moto, mon magnifique monument compliqué à mon propre travail acharné et à mon indépendance. Un étrange sentiment protecteur m'a envahi, une envie primale de protéger ce qui était à moi.
Je ne savais pas pourquoi je le ressentais si fortement, mais c'était le cas. J'ai méticuleusement verrouillé le garage, en vérifiant la poignée. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit vers la maison de mes parents, un endroit que j'avais quitté à 19 ans et que je n'avais jamais vraiment regardé en arrière avec chaleur. J'allais à une réunion, mais mon instinct me disait que c'était une embuscade. Et je n'avais aucune idée que ce calme samedi matin était le dernier moment vraiment paisible que j'aurais pendant très, très longtemps. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison de mes parents, j'ai su que mon instinct avait raison. C'était une embuscade. L'air à l'intérieur était épais et lourd, stagnant d'intentions non exprimées. Il sentait légèrement le pot pourri ancien et le pledge au citron, une odeur qui me rappelait toujours que je devais être sur mon meilleur comportement. Une horloge grand-père tic-taquait bruyamment dans le couloir, comptant à rebours les secondes avant une confrontation à laquelle je ne m'étais pas préparé. Ils étaient tous là, disposés dans le salon comme un tribunal, attendant l'accusé. Mon père, Roberto, était dans son grand fauteuil en cuir, celui qu'il appelait, pas si innocemment, le trône. Il avait la posture d'un roi tenant cour. Ma mère, Maria, était perchée sur le bord du canapé à motifs floraux, ses mains nouées dans ses genoux, une étude en anxiété pratiquée. Mon jeune frère, Alex, était affalé à côté d'elle, l'air profondément ennuyé et privilégié, faisant défiler son téléphone comme si mon arrivée était un inconvénient. Et à ma grande surprise, ma cousine Elena était là. Elle était directrice marketing au centre-ville, toujours habillée sur son 31. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Elle était assise sagement sur une chaise d'appoint, un sac à main de créateur qui coûtait plus cher que mon premier versement de voiture reposant à ses pieds. Un renfort silencieux et bien habillé. Personne n'a dit bonjour. Il n'y a pas eu de politesse, pas de proposition de boisson. Mon père a fait un geste du menton vers le fauteuil à oreille vide en face de lui. Nathan, assieds-toi. Je suis resté debout. Mon corps savait instinctivement que c'était une position de faiblesse. J'ai croisé les bras. Maman a dit que vous vouliez parler de la maison. Roberto s'est penché en avant, le cuir de sa chaise gémissant en signe de protestation. Il a joint ses mains sous son menton, un geste qu'il utilisait lorsqu'il était sur le point de faire la loi. Il avait cette façon de vous regarder, ses yeux scannant votre visage comme s'il calculait votre valeur et la trouvait déficiente. Nous avons beaucoup réfléchi, a-t-il commencé, sa voix basse et délibérée, chaque mot choisi pour un poids maximal. Ta mère et moi et Alex, nous avons tous parlé, et nous sommes arrivés à une décision sur ce qui est le mieux pour cette famille. J'ai attendu. Le tic-tac de l'horloge dans le couloir a semblé s'intensifier. Alex a finalement rangé son téléphone, signe que la performance principale allait commencer. Nous pensons qu'il serait plus juste, a finalement dit mon père, ses yeux fixés sur les miens, qu'Alex est à maison. Les mots sont restés suspendus dans l'air, si absurdes, si complètement divorcés de la réalité que pendant une seconde, j'étais sûr d'avoir mal entendu. C'était comme s'il venait de me dire que le ciel était vert. Mais l'expression sur son visage, sévère, résolue, sans une once d'ironie, m'a dit que ce n'était pas le cas. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, cherchant un signe que c'était une blague. Elle s'est rapidement jointe à la conversation, sa voix prenant ce ton blessé et manipulateur qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Chérie, tu dois comprendre notre position, a-t-elle roucoulé, se penchant en avant avec ferveur. Alex a des difficultés. Tu sais que sa photographie, c'est un domaine difficile à percer. C'est un vrai artiste, mais il a besoin d'un endroit stable pour travailler, d'un studio pour créer. Ce grand garage à toi, il serait parfait pour lui. Il lui donnerait le coup de pouce dont il a besoin. Et tu te débrouilles si bien, Nathan. Mon père a ajouté, encadrant mon succès non pas comme quelque chose dont il fallait être fier, mais comme une ressource qu'il avait le droit d'attribuer. Tu as un bon emploi stable en tant qu'ingénieur, un excellent salaire. Tu es pratique. Tu peux trouver un autre endroit. Pour Alex, c'est une opportunité décisive de réaliser son rêve. Mon frère, Alex, le génie artistique de 29 ans qui n'avait jamais occupé un vrai emploi pendant plus de 6 mois, a juste acquiescé solennellement, une lueur de sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Il n'a même pas eu la décence de me regarder dans les yeux. Il regardait un point sur le mur derrière moi comme s'il visualisait déjà où il accrocherait son premier chef-d'œuvre. L'audace pure et simple de la chose était à couper le souffle. Ce n'était pas une demande. C'était un verdict qu'ils avaient rendu en mon absence. Ils s'étaient assis dans cette même pièce, avaient délibéré sur le sort de ma propriété, mes 8 années de sacrifice, mon avenir, et avaient décidé qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre.
Une colère froide et dure a commencé à monter du fond de mon estomac. C'était si familier. C'était le goût de toute mon enfance dans cette maison, le sentiment d'être le fils secondaire fiable et sensé, le sentiment que mes efforts et mes réalisations étaient traités comme rien de plus qu'un réservoir de ressources pour les caprices infinis et coûteux de mon frère. Mon père a dû voir le changement dans mon expression, le durcissement dans mes yeux. Il a durci son propre ton pour correspondre. Nous avons beaucoup sacrifié pour toi, Nathan. Ne l'oublie pas. Nous t'avons donné un toit au-dessus de ta tête. Nous t'avons nourri. Nous t'avons élevé. Il est temps que tu rembourses la famille. Nous t'avons donné tout ce que nous pouvions, a renchéri ma mère, ses yeux se remplissant de larmes parfaitement chronométrées. Nous t'avons aimé. Nous t'avons soutenu. Maintenant, nous te demandons juste de faire de même pour ton frère. Est-ce vraiment trop demandé? J'ai regardé leur visage, un front uni de délire et de chantage émotionnel. Ils avaient complètement réécrit l'histoire pour l'adapter à leur récit, le toit au-dessus de ma tête pour lequel j'avais commencé à leur payer un loyer à 19 ans dès que j'ai eu un emploi à temps plein, la nourriture que j'avais surtout achetée moi-même avec l'argent de mon emploi à l'atelier de mon oncle James. Les sacrifices qu'ils ont mentionnés étaient un fantasme. Leur véritable sacrifice, leur investissement financier et émotionnel total, avait toujours été un rayon laser pointé directement sur Alex. Je suis resté silencieux pendant un long moment, les engrenages de mon cerveau d'ingénieur essayant de traiter la logique défectueuse, les erreurs émotionnelles, le défaut de conception fondamentale dans leur façon de penser. Mon silence a été mon erreur. Ils l'ont pris pour de la faiblesse, comme un signe que j'y réfléchissais. Le visage de ma mère s'est tordu en un masque de déception. Tu es égoïste, Nathan. Je t'ai élevé pour que tu sois meilleur que ça. Tu as une obligation morale envers cette famille, a déclaré mon père, sa voix s'élevant, gagnant l'élan de l'autosatisfaction, une obligation de soutenir ton frère quand il est dans le besoin. C'est le fondement de ce qu'est une famille. C'était la ligne, celle qui a percé mon choc, celle qui a tout rendu limpide. C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé ma voix. Elle n'était pas forte. Elle ne tremblait pas de colère. Elle était froide, plus froide que l'acier de mon établi en hiver. J'ai regardé directement mon père, puis ma mère, puis j'ai laissé mon regard se poser sur mon frère pendant une fraction de seconde. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air, un petit objet dur et indestructible. Le visage de mon père est devenu rouge foncé et marbré. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit non, ai-je répété, ma voix absolument stable. Cela ne va pas arriver. La maison est à moi. Je l'ai achetée avec mon argent. La conversation est terminée. Je leur ai tourné le dos. Je ne suis pas sorti en trombe. J'ai marché délibérément vers la porte d'entrée. Je leur avais donné ma réponse. Il n'y avait rien d'autre à discuter. Ce n'était pas une négociation. Alors que ma main touchait le laiton froid de la poignée de porte, la voix de mon père a retenti derrière moi. Le ton calme et autoritaire avait disparu, remplacé par la fureur brute et nue d'un roi dont le décret avait été défié. Tu vas le regretter, Nathan. N'ose pas tourner le dos à ta famille. Ce n'est pas fini. Tu m'entends? Je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas donné satisfaction. J'ai juste ouvert la porte et je suis sorti sous le soleil brillant de l'après-midi, qui semblait soudain dur et accusateur. Je suis monté dans mon camion, la cabine familière me semblant être un canot de sauvetage. Je suis resté assis là pendant un long moment, mes mains serrant si fort le volant que mes jointures étaient blanches comme des os. Les fenêtres étaient levées, mais je pouvais encore sentir l'énergie toxique de cette maison me presser, essayant de m'étouffer. La menace de mon père, tu vas le regretter, résonnait dans ma tête. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce ton de sa part. C'était le son de sa profonde déception, le son de moi échouant encore une fois à vivre à la hauteur d'un scénario familial non écrit où je devais être le beau personnage secondaire responsable dans le grand drame de la vie d'Alex. Alors que je m'éloignais enfin du trottoir, le stress de la confrontation et le poids de cette menace ont déclenché un souvenir. Ce n'était pas un souvenir flou. C'était net et vif, une relecture en haute définition dans mon esprit. C'était de ma dernière année de lycée. J'avais 17 ans. Je venais de récupérer le courrier, et dedans se trouvait une enveloppe épaisse de l'université d'État. Mon cœur battait la chamade alors que je la déchirais. J'avais été accepté dans le programme d'ingénierie mécanique. Ce n'était pas une université privée chic et chère comme le Portland Art Institute où Alex finirait par aller, mais pour moi, c'était Harvard.
C'était le MIT. C'était mon billet de sortie. C'était la ligne d'arrivée d'années de travail éreintant et graisseux, d'études tard dans la nuit, d'économie de chaque dollar, de maintien de mes notes quand tout ce que je voulais faire était dormir. Je me souviens être entré en courant dans le salon, la lettre officielle serrée dans ma main, mon cœur battant avec une joie rare et simple. Mon père était sur le canapé en train de lire le journal. Mon jeune frère, Alex, était affalé sur le sol, en train de jouer avec une nouvelle caméra coûteuse qu'il avait reçue pour son anniversaire. « Papa, papa, je suis admis », ai-je dit, ma voix se brisant d'excitation. J'ai tendu la lettre comme un trophée. J'ai été accepté dans le programme d'ingénierie. Admission anticipée. Mon père a baissé son journal, un regard d'agacement léger sur son visage d'être interrompu. Il a pris la lettre, ses yeux scannant le premier paragraphe pendant pas plus de 3 secondes. Il me l'a rendue. « C'est bien, mon fils », a-t-il dit, sa voix complètement plate, ses yeux dérivant déjà vers la page des sports. « Continue comme ça. » C'était tout. Ma nouvelle qui changeait ma vie, le point culminant de tout mon travail acharné, a été rejetée avec le même niveau d'enthousiasme que l'on pourrait avoir pour un bulletin météorologique de passage. « Continue comme ça. » Un moment plus tard, Alex a appelé du sol, sa voix paresseuse. « Eh, papa, regarde ça. » Il a levé sa caméra, montrant une photo légèrement floue qu'il venait de prendre d'un mouton de poussière sous le canapé. Mon père a immédiatement posé le journal. Il s'est penché, un large sourire sincère s'étalant sur son visage. « Maintenant, c'est fantastique, Alex. Regarde cette composition. L'utilisation de l'ombre. Tu as un vrai œil pour ça, mon fils. Un vrai don naturel. » Il a passé les 10 minutes suivantes à discuter des mérites artistiques d'une photographie d'un amas de poussière et de cheveux. Il a parlé du potentiel d'Alex, de son avenir, de la façon dont il devait nourrir son talent. Je suis resté là au milieu de la pièce, invisible. L'épaisse et importante lettre d'acceptation dans ma main m'a soudain semblé être un morceau de papier sans valeur et fragile. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence d'éloge. J'y étais habitué. C'était le contraste brutal et frappant. C'était la preuve indéniable, directe, de l'endroit où l'investissement émotionnel et financier de la famille était toujours dirigé. Mes réalisations concrètes étaient des étapes mineures à noter et à oublier. Les passe-temps paresseux d'Alex étaient des signes d'un génie naissant à célébrer et à financer. Ce souvenir n'était pas seulement un souvenir. C'était la pierre de Rosette de toute ma vie. Cela expliquait tout. Et en m'éloignant de cette maison près de 15 ans plus tard, j'ai réalisé avec une certitude écœurante que absolument rien n'avait changé. Il me voyait toujours, ma carrière, mes économies, ma maison, l'incarnation même du bon travail qu'il m'avait dit de continuer, comme rien de plus qu'une ressource à piller pour leur enfant chéri. Je me suis finalement garé dans ma propre allée, ma propre maison. Je suis entré par la porte d'entrée et je suis allé directement au garage, mon sanctuaire. Mais c'était différent maintenant, je me sentais violé, souillé par leur cupidité. J'ai regardé la belle Harley à moitié finie, mon projet de paix, et tout ce que je pouvais voir était le studio de photographie qu'il voulait construire à sa place. La menace de mon père n'était pas seulement une explosion de colère. C'était une promesse. Et alors que je me tenais là dans le silence lourd de mon garage, une crainte froide m'a envahi, plus froide que n'importe quelle nuit d'hiver. Ce n'était que le début. Les 2 semaines suivantes ont été une classe de maître en guerre psychologique exécutée avec un silence glaçant. Je ne les ai pas appelés, et ils ne m'ont pas appelé. Le silence était une arme conçue pour me rendre anxieux, pour me faire douter de ma propre décision, pour me faire ramper et supplier pardon. J'ai essayé de me perdre dans mon travail à l'usine automobile, enfouissant ma tête dans des schémas de transmission complexes. J'ai essayé de trouver la paix dans le garage la nuit, en tournant des clés et en polissant le chrome jusqu'à ce que mes jointures soient à vif. Mais il y avait un bourdonnement constant et discret d'anxiété sous la surface de tout, le sentiment d'attendre que l'autre chaussure tombe. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à moitié à un appel, des excuses, n'importe quoi. J'aurais dû le savoir. Les excuses ne figuraient pas dans leur vocabulaire, seulement l'escalade. L'autre chaussure est tombée un mardi après-midi. C'était une journée d'une chaleur brutale. Je rentrais juste du travail, mon polo d'entreprise collant à mon dos, mes pieds fatigués dans mes bottes à embout d'acier. J'avais hâte de prendre une boisson fraîche et une heure de tranquillité. Alors que je me garais dans mon allée, j'ai vu une berline banale garée sur le trottoir. Un homme dans un costume bon marché et froissé en est sorti,
tenant une grande enveloppe Manila. Il avait l'air ennuyé et blasé de quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles pour gagner sa vie. Nathan Reynolds, a-t-il demandé, ses yeux scannant le devant de ma maison comme pour confirmer que cela valait la peine. Ouais, ai-je dit, mon cœur commençant à battre un rythme lent et lourd contre mes côtes. Il a remonté mon allée sans dire un mot de plus et m'a tendu l'enveloppe. Elle semblait étrangement lourde, anormalement dense, comme si elle était remplie de plomb. Vous avez été assigné. Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est juste retourné, et remonté dans sa voiture et est parti, me laissant debout dans mon propre allée sous la chaleur accablante, tenant une déclaration de guerre de ma propre famille. Je suis entré à l'intérieur, la climatisation étant un choc froid contre ma peau. Je me suis assis à ma simple table de cuisine, la même table où je mangeais mes repas seul tous les soirs. Mes mains tremblaient légèrement alors que je déchirais le seau. Les papiers à l'intérieur étaient épais de jargon juridique, une forêt dense de termes conçus pour intimider et dérouter. Mais le message, une fois que j'ai traversé le sous-bois verbal, était brutalement clair. Mes propres parents, Roberto et Maria Reynolds, me poursuivaient en justice. La poursuite était une œuvre stupéfiante de pure fiction non adultérée. Elle affirmait que j'avais un accord verbal et une compréhension familiale de longue date pour subvenir indéfiniment aux besoins de mon frère. Elle m'accusait d'enrichissement injuste, affirmant que je n'aurais jamais été en mesure d'atteindre ma position financière actuelle sans leurs investissements émotionnels, spirituels et financiers fondamentaux. Elle brossait le portrait de moi comme d'un opportuniste froid et calculateur qui avait utilisé leur soutien aimant comme une échelle, puis avait essayé de la faire tomber. Et puis sont venues les demandes, la section qui a fait nager ma vision. Ils ne demandaient pas seulement la maison. Ils exigeaient qu'un juge m'ordonne de signer l'acte de propriété à Alex, libre et net, en tant qu'accomplissement de ma dette morale et financière. Ils exigeaient que je rembourse la dette de carte de crédit en souffrance d'Alex, que le document énumérait avec une froide précision à 12 458,21 $. Et pour couronner le tout, l'insulte finale est glorieuse, ils me poursuivaient en justice pour 3 200 $ pour la détresse émotionnelle infligée que mon refus égoïste de coopérer leur avait causé. J'ai lu cette dernière partie 2 fois, puis une 3e fois, certain que mon cerveau interprétait mal les mots. Ils me poursuivaient en justice pour détresse émotionnelle. Un son s'est échappé de ma gorge. C'était un rire dur, étouffé et sans humour. C'était la seule réponse que mon corps pouvait produire face à une folie aussi magnifique et époustouflante. Ce n'était plus un désaccord. C'était une campagne juridique formelle de la terre brûlée. Ma propre famille était maintenant officiellement mon ennemi. J'ai laissé tomber les papiers sur la table comme s'ils étaient contaminés. J'ai mis ma tête entre mes mains, l'odeur familière de ma propre maison, mon café, le bois de la table, me semblant soudain étrangère et hostile. Il le faisait vraiment. Le culot venimeux de tout cela était suffisant pour me rendre physiquement malade à l'estomac. Cette nuit-là, le sommeil était une impossibilité. Je suis resté allongé dans mon lit, à regarder les ombres changeantes au plafond, les allégations scandaleuses de la poursuite tourbillonnant et s'envenimant dans ma tête. Enrichissement injuste, dette morale, détresse émotionnelle. Les mots étaient du poison. Vers 2 heures du matin, j'ai renoncé au sommeil et j'ai commencé à faire défiler mon téléphone, une tentative désespérée et insensée d'engourdir mon cerveau. Et c'est là que je l'ai vu, le petit anneau coloré autour de la photo de profil d'Alex. Il avait publié une nouvelle story sur Instagram. Mon pouce a plané au-dessus de l'icône. Une voix dans ma tête a crié « Ne le fais pas. Ne regarde pas. Ça ne fera qu'empirer les choses. » Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais savoir. J'ai appuyé dessus. La vidéo qui a rempli mon écran était tremblante, clairement filmée la nuit depuis une voiture. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que je regardais. Il était garé sur le trottoir en face de ma maison, filmant mon garage, ma maison. Sa voix, un chuchotement suffisant et théâtral conçu pour paraître profond, est sorti du haut-parleur. La future maison de la photographie Alex Reynolds, a-t-il dit, une petite pause dramatique. Il faut d'abord se débarrasser des vieilles affaires de mon frère, évidemment. Il a zoomé sur la porte de mon garage, la lumière d'un lampadaire brillant sur la peinture. J'ai hâte d'installer les nouveaux éclairages et le système de son. Ça va être épique. Tellement reconnaissant envers ma famille qui se bat toujours pour ce qui est juste et soutient les vrais artistes. De grandes choses arrivent bientôt, les gars. Restez à l'écoute. Je l'ai regardé à nouveau, puis une 3e fois.
La colère froide que j'avais ressentie auparavant était maintenant à blanc, une rage purificatrice. Ce n'était plus seulement une poursuite. C'était une humiliation publique, un tour de victoire avant même que la course n'ait été courue. Il était si confiant, si absolument certain de gagner, qu'il revendiquait déjà mon espace, mon sanctuaire, comme le sien. Et il a qualifié ma Harley, mon projet de passion et d'ingénierie de précision de 8 mois, la seule chose au monde dont j'étais vraiment fier de construire, de Camelot. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une véritable solitude absolue. C'était moi contre tous, mes parents, les architectes de cette folie, mon frère, le bénéficiaire jubilatoire, même ma cousine Elena, dont je réalisais maintenant qu'elle n'était pas qu'une observatrice passive à cette réunion. Elle était une conspiratrice active. Une vague de panique brute m'a envahi, si intense qu'elle a fait trembler mes mains. J'étais un ingénieur. Je résolvais les problèmes avec la logique et la physique. Je ne savais pas comment combattre cela. C'était une bataille de mensonges, d'émotions, de manipulation. J'étais dépassé, et je me noyais. Le lendemain matin au travail, j'étais une épave. J'ai regardé les schémas complexes sur l'écran de mon ordinateur, mais les lignes et les chiffres nageaient devant mes yeux. Je ne pouvais pas me concentrer. Tout ce que je pouvais voir, c'étaient les documents du tribunal et le visage suffisant et abaffé d'Alex. Pendant le déjeuner, j'étais assis seul dans la salle de pause à pousser la nourriture autour de mon assiette lorsque ma collègue Jessica s'est assise en face de moi. Jessica était une chef de projet senior, quelques années plus âgée que moi, pointue comme un chien d'attaque, et avec une attitude pragmatique que j'avais toujours respectée. Elle pouvait couper à travers les absurdités corporatives comme un rayon laser. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit sans préambule, « Rin, on dirait que ton chien vient de mourir et que ton camion a été repris. Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité. Je n'aimais pas parler de ma vie personnelle au travail, je trouvais cela peu professionnel. Mais je me noyais, et elle venait de me lancer une corde. Alors les écluses se sont ouvertes. Je lui ai tout raconté, la demande de la maison, la poursuite insensée, la dette de carte de crédit de 12 000 $, la story Instagram. J'ai juste tout déballé. Elle a écouté patiemment, sa fourchette planant au-dessus de sa salade, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Quand j'ai finalement fini, crachant une rage impuissante, elle est restée silencieuse pendant 1 minute entière. Je pensais qu'elle allait me donner une réponse compatissante générique comme « Waouh, c'est terrible ». Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui a changé toute la trajectoire de ce combat. « C'est un projet, Nathan », a-t-elle dit, sa voix ferme et claire, coupant à travers mon brouillard émotionnel. Il a des parties prenantes hostiles, une portée irréaliste et un budget frauduleux. C'est une offre de rachat. Tu es un ingénieur. Arrête de penser comme un fils blessé et commence à penser comme un ingénieur. Traite-le comme un problème d'ingénierie hostile. J'ai dû avoir l'air complètement déconcerté parce qu'elle s'est penchée en avant, ses yeux intenses. Quelle est la première étape dans n'importe quel projet ? Définir la portée et recueillir les données, ai-je marmonné. Exactement, a-t-elle dit avec un hochement de tête sec. Votre famille a présenté sa version des données. Elle est imparfaite. Elle est sentimentale. Et elle est basée sur un fondement de mensonges. Vous devez la contrer avec vos propres données, des données dures, des données froides, des états financiers, des chronologies, des communications vérifiables. Vous devez construire une affaire basée sur des faits irréfutables. Elle m'a ensuite raconté quelque chose que je n'avais jamais su. Avant d'obtenir son MBA et de devenir une chef de projet hors pair, elle avait fait 2 ans d'études de droit. Elle détestait ça et a changé, ne passant jamais l'examen du barreau. Mais elle savait comment le système fonctionnait. Je ne vais pas être ton avocate, a-t-elle dit, levant une main. Je ne suis pas qualifiée, et je ne souhaiterais ça à mon pire ennemi, mais je peux t'aider à t'organiser. Tu dois engager un vrai avocat, un plaideur, un requin. Mais quand tu entres dans son bureau, tu ne peux pas juste déverser une boîte de reçus et une triste histoire sur son bureau. Ils sont occupés. Tu dois leur remettre un dossier organisé chronologiquement avec un récit clair basé sur des données. Tu leur facilites la tâche, et ils se battront plus fort pour toi. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir a percé mon désespoir. Son conseil avait du sens. C'était un langage que je comprenais, la logique, les données, le processus, la structure. La pression financière d'engager un avocat était le prochain obstacle immédiat.
La pensée de dépenser des milliers de dollars de mes économies durement gagnées pour me défendre contre ma propre famille était écœurante. C'est dans ce moment d'anxiété financière qu'un autre souvenir a fait surface, spontanément. C'était ma 2e année d'université. Je travaillais 30 heures par semaine dans une station-service crasseuse pendant le quart de nuit pour payer mon appartement et mes frais de scolarité au collège communautaire où j'avais commencé. Un manuel de physique obligatoire coûtait 200 dollars. Je ne l'avais tout simplement pas. Je me souviens avoir ravalé ma fierté, la honte brûlant dans ma gorge, et avoir appelé ma mère. J'ai expliqué la situation, à quel point le livre était essentiel pour mon prochain examen de mi-session. Sa réponse a été rapide et sans chaleur. Je suis désolé, Nathan. Nous ne pouvons tout simplement pas faire ça en ce moment. Tous nos fonds supplémentaires sont dirigés vers la carrière d'Alex. Ses frais de scolarité dans une école d'art privée sont dus, et nous ne pouvons absolument pas prendre de retard là-dessus. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. 200 dollars pour un manuel essentiel qui déterminerait ma note contre une facture de scolarité qui, je le savais, s'élevait à des dizaines de milliers de dollars. Je me souviens avoir raccroché le téléphone, non pas avec colère, mais avec une clarté profonde et glaçante. J'étais seul. Je l'avais toujours été. J'ai fini par acheter une édition usagée plus ancienne du livre à un étudiant de dernière année et passer des heures à la bibliothèque à la comparer avec la version correcte. J'ai obtenu un B à l'examen de mi-session. Ce souvenir, déclenché par la tension financière actuelle, ne m'a pas fait désespérer. Il a durci ma résolution en acier. J'avais survécu seul alors, et je survivrai seul maintenant. Avec les conseils de Jessica, j'ai passé tout le week-end à ma table de cuisine, que je considérais maintenant comme ma salle de guerre. J'ai créé une feuille de calcul. J'ai énuméré tous les emplois que j'avais jamais eus, en commençant par le garage de mon oncle à 15 ans. J'ai trouvé de vieux relevés bancaires, mes documents de prêt étudiant, mes relevés de paiement de voiture. Je construisais mon arsenal pièce par pièce avec une minutie extrême. Le lundi, après avoir fait des recherches, j'ai pris rendez-vous avec un jeune plaideur affamé. Jessica avait entendu de bonnes choses à propos de David Chain. Je suis entré dans son bureau élégant et moderne, non pas en tant que victime, mais en tant que chef de projet pour le projet le plus important de ma vie, la défense de ma propre existence, et j'apportais les données pour le prouver. Les semaines précédant la première audience au tribunal ont été un enfer particulier. C'était une guerre sur 2 fronts. Pendant la journée, j'étais ingénieur chez Apex Motor, résolvant des problèmes mécaniques complexes, mon esprit concentré sur les tolérances et les spécifications de couple. La nuit, j'étais mon propre expert comptable judiciaire, mon propre assistant juridique, fouillant dans une décennie et demie de ma vie, essayant de quantifier mon indépendance en dollars et en cents pour mon avocat, David. Les frais juridiques ont commencé à s'accumuler, une pression constante et épuisante sur les économies que j'avais travaillé si dur à constituer. Chaque chèque que j'écrivais à David me donnait l'impression que ma famille plongeait directement dans mon compte bancaire. Ma famille, quant à elle, avait lancé un assaut émotionnel à grande échelle, une campagne de culpabilité par 1000 coupures. Ma mère laissait ses longs messages vocaux décousus et larmoyants, sa voix pleine de tristesse, parlant de la façon dont je déchirais la famille et brisais son cœur. Mon père envoyait des emails cassants et exigeants, non pas avec émotion, mais avec des déclarations froides et dures sur l'honneur, le devoir et le manque de respect que je montrais à mes aînés. C'était une routine coordonnée de bons flics, mauvais flics, conçue pour me déstabiliser et m'user. Et une nuit, cela a presque fonctionné. Il était tard, probablement après minuit. La pluie battait contre les fenêtres. J'étais dans le garage, l'ampoule nu unique au-dessus de ma tête projetant de longues ombres déformées. Je regardais juste la Harley. Elle était toujours sur le pont élévateur, à moitié assemblée, maintenant recouverte d'une fine couche de poussière, un monument à une vie que j'avais l'habitude d'avoir. Je n'avais pas eu le cœur ni l'énergie de la toucher depuis l'arrivée des papiers de la poursuite. Le garage ne ressemblait plus à un sanctuaire. Il ressemblait à l'objectif principal d'une prise de contrôle hostile. J'ai regardé la moto, un symbole de ma liberté, et pour la première fois, j'ai ressenti une vague de désespoir écrasante et suffocante. Cela en valait-il la peine? Tous ces combats, tout cet argent, toute cette douleur? Mes économies diminuaient. Ma performance au travail en souffrait. J'étais épuisé émotionnellement et physiquement. Peut-être devrais-je simplement leur donner la maison, simplement la céder, vendre mes outils, vendre la moto, faire une valise et simplement disparaître.
Recommencer quelque part dans un nouvel état sous un nouveau nom. La pensée était séduisante, l'idée d'arrêter simplement. L'épuisement était si profond, il me semblait être un poids physique appuyant sur ma poitrine, rendant difficile la respiration. Je me suis appuyé lourdement contre mon établi, le métal froid un choc contre ma peau, et j'ai sérieusement, sincèrement envisagé d'abandonner. Mon avocat, David, avait été ferme lors de notre dernière réunion. Nous avons une bonne affaire, Nathan, une affaire solide basée sur ton indépendance financière. Mais pour le moment, c'est surtout ta parole contre la leur. Ils monteront à la barre et pleureront. Ils parleront de la famille aimante et encourageante qu'ils sont. Les jurys et les juges peuvent être influencés par cela. Nous avons besoin de quelque chose pour briser cette image. Quelque chose d'indéniable. Une preuve irréfutable. Briser l'image. L'expression résonnait dans ma tête. Qu'est-ce que j'avais? Des relevés bancaires, des fiches de paie. Ils argumenteraient simplement que leur soutien émotionnel et leur environnement familial stable ont permis tout cela. Je me sentais désespéré, vaincu. Je suis rentré à l'intérieur, dégoulinant de pluie et de misère. Je me suis assis à mon ordinateur, avec l'intention de rédiger un email à David pour lui dire que j'envisageais de régler à l'amiable, d'abandonner. Je cherchais une vieille feuille de calcul financière pour calculer ce que je perdrais. En naviguant dans les dossiers encombrés de mon vieux disque dur de sauvegarde, mon doigt a glissé sur la souris, et j'ai accidentellement double-cliqué sur un dossier que je n'avais pas ouvert depuis près d'une décennie. Le nom sur le dossier était simple, presque risiblement banal, Finances universitaires. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Une lueur de quelque chose, de curiosité, d'espoir, a percé le brouillard du désespoir. J'ai cliqué pour l'ouvrir, et il était là. Tout y était, chaque email que j'avais jamais envoyé à mes parents ou reçu d'eux pendant mes 4 années d'université. Je les avais tous enregistrés, une habitude méticuleuse née de ma mentalité d'ingénieur. Tout documenté. On ne sait jamais quand on aura besoin de vérifier les spécifications d'origine. Mes mains tremblaient alors que je commençais à ouvrir les fichiers. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti de mon propre jeune âge adulte. Il y avait l'email poli, presque suppliant, demandant ses $200 pour le livre de physique. Et il y avait la réponse de ma mère, encore plus froide et plus dédaigneuse par écrit que je ne m'en souvenais. Nathan, comme nous en avons discuté à plusieurs reprises, notre concentration financière doit rester sur le développement artistique d'Alex. Nous ne pouvons pas détourner des fonds à ce stade critique. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Il y en avait un autre un an plus tard. J'ai demandé s'il pouvait éventuellement aider avec des frais de $50 pour un examen de certification d'ingénierie professionnelle qui pourrait aider ma carrière. Mon père lui-même avait répondu à celui-là, un email court et brutal. Ton frère a besoin d'un nouveau téléobjectif pour son appareil photo qui coûte plus de $1000. Nous accordons la priorité à ses besoins car son cheminement de carrière nécessite un investissement initial important. Tu dois apprendre à te tenir sur tes propres pieds. Email après email racontait la même histoire cohérente et accablante, moi demandant poliment et respectueusement de petites sommes spécifiques pour des besoins éducatifs et professionnels essentiels, eux refusant catégoriquement et froidement, toujours citant les besoins plus importants et plus coûteux d'Alex comme raison. C'était un relevé écrit parfait de leurs priorités. C'était un registre de 4 ans de leur négligence. Ce n'était plus seulement ma parole contre la leur. J'avais leurs mots par écrit avec des horodatage. Le désespoir que j'avais ressenti quelques minutes plus tôt s'est évaporé, remplacé par une poussée d'adrénaline pure et non adultérée. Mes mains étaient stables maintenant. C'était ça. C'était la preuve irréfutable. C'était l'arme. C'était ce qui allait briser leur image soigneusement construite en 1 million de morceaux. Avec cette nouvelle preuve, toute mon attitude a changé. Ma résolution, qui s'était effondrée, était maintenant forgée en acier à haute teneur en carbone. Mais même avec ces puissantes munitions, j'ai ressenti un besoin profond de contacter une personne, un dernier bastion de la raison que j'espérais encore existant dans ma famille, mon grand-père, Louis, le père de mon père. Il était un mécanicien à la retraite, un homme de peu de mots, mais d'une intégrité profonde et inébranlable. Lui et moi avions toujours partagé un lien silencieux à travers notre amour pour les moteurs et la satisfaction de travailler avec nos mains. Mais je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Mes parents, en particulier ma mère, agissaient toujours comme les gardiens de lui, citant son âge et sa santé comme raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être dérangé. Ressentant un besoin désespéré de cette présence solide et fondatrice,
pour une dernière chance d'avoir un allié familial, j'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé. Le téléphone a sonné 2 fois, puis une voix familière a répondu, mais ce n'était pas son ton grave et rauque. C'était celle de ma mère, aiguë et teintée de suspicion instantanée. Allô? Mon sang s'est glacé. La probabilité qu'elle soit chez lui à ce moment précis me semblait incroyablement faible. Maman, que fais-tu à répondre au téléphone de grand-père? Oh, Nathan, a-t-elle dit, son ton passant immédiatement à un ton de patience forcée et sacchariné. Ton grand-père ne se sent pas bien aujourd'hui, mon chéri. Il se repose. Il m'a demandé de gérer ses appels pour qu'il ne soit pas dérangé. Quelque chose dans tout ça semblait profondément faux. Le mensonge était trop lisse, trop pratiqué. Est-ce qu'il va bien? Puis-je juste lui parler pendant 1 minute? Je veux juste entendre sa voix. Non, non, a-t-elle dit un peu trop vite, un peu trop fort. Il a vraiment besoin de se reposer. Je lui dirai que tu as appelé. Il est très fatigué. Et pour être honnête, Nathan, toute cette situation avec la poursuite a été très bouleversante pour lui. Il vaut mieux ne pas le déranger avec tes problèmes en ce moment. Elle me barrait la route, utilisant sa santé et la situation même qu'elle avait créée comme un bouclier pour l'isoler. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Dis-lui juste de m'appeler quand il se sentira en forme, ai-je dit, ma voix tendue de colère que j'avais du mal à contrôler. Bien sûr, mon chéri. Je transmettrai le message, a-t-elle dit de sa voix la plus apaisante et malhonnête et à raccrocher. Je savais avec une certitude qui me glaçait les os que mon message ne serait jamais transmis. Il ne m'attaquait pas seulement. Il me coupait activement de la seule autre personne dans la famille en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Je ne connaissais pas encore toute l'étendue de leur tromperie, mais je savais que je devais gagner ce combat seul maintenant. Il n'y avait personne d'autre. Je me suis retourné vers mon ordinateur. J'ai joint tout le dossier des finances universitaires à un nouvel email. Je l'ai envoyé à mon avocat, David Chin, avec une seule et simple ligne d'objet, preuve irréfutable. Le jour de l'audience est arrivé, une matinée grise et nuageuse qui correspondait à mon humeur. Je me suis réveillé avant mon réveil, un nœud de glace dans le creux de mon estomac. C'était ça. J'ai mis le seul costume que je possédais, un simple costume noir conservateur que j'avais acheté sur étagère pour les entretiens d'embauche il y a des années. Il me semblait être une armure. En ajustant la cravate dans le miroir, j'ai regardé dans mes propres yeux. Il semblait plus vieux, fatigué, mais il y avait une lueur de quelque chose de dur et de résolu en eux qui n'avait pas été là auparavant. Je portais une seule et fine mallette. À l'intérieur se trouvaient mes notes et une copie du fichier que David possédait maintenant. J'étais prêt. Je suis entré dans la salle d'audience, l'odeur de vieux papier et de climatisation rance remplissant mes poumons. C'était une pièce froide et impersonnelle, tout en bois sombre et en gloire passée. Je me suis assis à côté de David à la table de la défense. Quelques minutes plus tard, ma famille est entrée. C'était une entrée calculée et théâtrale. Mon père, ma mère et mon frère, Alex, étaient tous vêtus de polo bleu marine assortis et impeccables. C'était si bizarre, si déconcertant et coordonné que cela ressemblait à un uniforme pour une étrange secte dysfonctionnelle. Ils se présentaient comme une équipe, un front uni, la famille Reynolds unie. Ma cousine Elena était avec eux, pas en polo, mais dans un tailleur puissant pointu et coûteux, chuchotant des instructions à l'oreille de leur avocat. Elle ressemblait plus à une chargée de clientèle qu'à une cousine aimante. Ils se sont assis de l'autre côté de la salle d'audience, un fossé tangible entre nous. Ils ont fait tout un spectacle pour ne pas me regarder. Ma mère épongeait déjà ses yeux avec un mouchoir, une performance de maternité fragile au profit du juge. Mon père regardait droit devant lui, sa mâchoire serrée dans un regard de détermination paternelle juste. Leur avocat, un homme élégant aux cheveux argentés nommé Monsieur Albright, a commencé en premier. Il a parlé d'un ton doux et condescendant qui me donnait la chair de poule. Il a peint un chef-d'œuvre de pure fiction. Il a parlé du soutien émotionnel indéfectible de mes parents, de leurs innombrables sacrifices financiers, de leur rêve simple et humble de voir leurs 2 fils bien-aimés installés et en sécurité. Il a déclamé de manière poétique sur le caractère sacré de la famille. Il a même produit des pièces à conviction avec une emphase particulière, un grand panneau d'affichage avec un collage de photos de mon enfance, moi sur un tricycle, des Noëls en famille, une fête d'anniversaire. C'était un florilège soigneusement organisé d'une famille heureuse qui n'avait jamais vraiment existé. Et puis, avec un visage complètement impassible,
Il a soumis un petit reçu McDonald's encadré de 2004 pour 8,50 $ comme pièce à conviction B. Preuve, a-t-il déclaré au juge, de leur investissement précoce et constant dans la nutrition et le bien-être de leur fils. L'absurdité de la chose était si profonde que j'ai failli éclater de rire. Ensuite, Alex a été appelé à la barre. Il s'est avancé avec une démarche assurée, portant un regard d'importance solennelle, comme un génie incompris à qui on demandait de parler de son grand œuvre. Il a parlé avec passion et longuement de sa vision du garage. Il ne l'a pas appelé un garage. Il l'a appelé un sanctuaire créatif potentiel, un futur centre pour les artistes émergents de la ville. Il a parlé de ses difficultés artistiques, des difficultés d'être un conteur visuel dans un monde qui n'appréciait pas l'art. Il a fait comme si une base d'attache stable, ma base d'attache, était la seule chose qui se dressait entre lui et un prix Pulitzer. Je l'ai regardé, et la colère que je m'attendais à ressentir a été remplacée par une vague de profonde pitié. Il croyait réellement tout cela. On lui avait dit toute sa vie que ses désirs étaient des besoins essentiels, que ses caprices étaient une inspiration divine et que le monde, en particulier sa famille, lui devait une vie. Il était le produit final de leur projet de toute une vie, et il était un homme vide. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité de mensonges, c'était notre tour. Mon avocat, David Chen, s'est levé. Sa présence jeune et énergique contrastait fortement avec la performance étouffante et théâtrale de M. Albright. La défense appelle Nathan Reynolds à la barre, a-t-il dit, sa voix claire et confiante. Un petit murmure a parcouru la galerie. Je me suis approché de la barre des témoins, le bois frais sous ma main, et j'ai prêté serment. Je me suis assis, mes mains reposant sur mes genoux pour les empêcher de trembler, et j'ai regardé directement le juge. C'était une femme dans la soixantaine, la juge Sarah Wilkins, avec des yeux perçants et intelligents derrière ses lunettes qui semblaient ne rien manquer. Elle avait la réputation d'être dure mais juste. David s'est approché. Il n'a pas commencé par la poursuite. Il a commencé par moi. Monsieur Reynolds, a-t-il commencé, sa voix calme et directe, pourriez-vous s'il vous plaît raconter à la cour votre premier emploi à temps plein? J'ai pris une profonde inspiration, la laissant sortir lentement. J'avais 17 ans. J'ai travaillé comme ouvrier dans l'atelier de réparation automobile de mon oncle dans la ville voisine. J'ai balayé les sols. J'ai changé l'huile. J'ai appris les bases de la mécanique. Et après cela, j'ai travaillé de nuit dans un entrepôt pendant ma dernière année de lycée pour économiser pour une voiture. J'ai travaillé les week-ends dans une station-service pendant mes 2 premières années de collège communautaire. Quand j'ai été transféré à l'université d'État pour mon diplôme d'ingénieur, j'avais un emploi à temps plein comme technicien de ligne dans une usine de fabrication. J'ai travaillé de 16h à minuit, et j'avais des cours le matin. David a laissé le silence planer pendant un moment, laissant le poids de cet emploi du temps s'installer. Et pendant tout ce temps, Monsieur Reynolds, à partir de l'âge de 17 ans, avez-vous payé vos propres dépenses? Votre loyer, votre voiture, votre nourriture, vos livres? Oui, ai-je dit, je l'ai fait. Avez-vous contracté des prêts étudiants pour payer vos frais de scolarité? Oui. Un peu plus de 50 000 $ au total. Et avez-vous été celui qui a effectué les paiements sur ces prêts depuis que vous avez obtenu votre diplôme? Oui. Chaque mois depuis 9 ans. Il s'est approché un peu de moi, sa voix s'adoucissant légèrement. Monsieur Reynolds, dans vos propres mots, pourriez-vous décrire à la cour la principale source de votre succès dans la vie, la source des fonds que vous avez utilisés pour acheter votre maison? J'ai regardé au-delà de lui pendant une seconde à mes parents. Ma mère ne pleurait plus. Elle me regardait avec un regard de fureur froide et reptilienne. Mon père hochait légèrement la tête, un sourire méprisant sur les lèvres, comme si mes paroles étaient une fiction ennuyeuse. Je me suis retourné vers le juge, et je lui ai parlé directement. Votre honneur, ai-je dit, ma voix stable et claire, toute la nervosité disparue, remplacée par une simple vérité dure. Mon succès, aussi limité soit-il, vient de mon propre travail, vient de mes propres mains, vient de ma propre discipline, vient de 16 ans à me lever tôt, à rester tard, à étudier pour des examens après un service complet, et à n'avoir jamais espéré que quiconque me donne quoi que ce soit. J'ai construit ma vie moi-même. C'était la chose la plus vraie et la plus complète que j'ai jamais dite de ma vie. L'histoire que je n'avais jamais eu le droit de raconter dans ma propre famille, celle qu'ils avaient tant essayé d'effacer, était maintenant consignée au registre officiel du tribunal sous serment. David Chen laissa mes mots s'installer dans la salle d'audience silencieuse. Il laissa planer dans l'air la vérité simple et sans fioriture de ma vie.
Puis il se tourna vers le juge, son expression passant d'une tranquille interrogation à celle d'un procureur sur le point d'asséner le coup de grâce. « Votre honneur, dit-il, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle qui fit se redresser tout le monde un peu plus, ce dont mon client vient de témoigner n'est pas une question de souvenir sentimental. Ce n'est pas une histoire. C'est une question de faits documentés et vérifiables. » Il retourna à notre table et ramassa une petite clé USB noire. Il la tint entre son pouce et son index. Les plaignants ont basé toute leur affaire sur le principe de leur soutien émotionnel et financier indéfectible à mon client, une belle histoire de sacrifice parental. Nous aimerions maintenant présenter des preuves du contraire. Des preuves, j'ajouterai, fournies par les plaignants eux-mêmes dans leurs propres mots. Il remit la clé USB au greffier du tribunal. Un instant plus tard, le grand écran sur le mur de la salle d'audience, celui-là même que M. Albright avait utilisé pour montrer des photos de gâteaux d'anniversaire et de mon visage souriant sur un tricycle, s'illumina. C'était un email. L'interface était ancienne, mais le texte était parfaitement clair. Daté du 12 octobre 2010. De Nathan Reynolds à Maria Reynolds, objet, manuel de physique. L'email, mes propres mots d'il y a 10 ans, était court et poli. Il expliquait que j'avais besoin de $200 pour un livre obligatoire pour mon examen de mi-session et demandait humblement s'il y avait un moyen de m'aider, offrant de le rembourser dès que je recevrais mon prochain chèque de paie. Puis David demanda au greffier d'afficher le prochain email de la chaîne, la réponse de Maria Reynolds à Nathan Reynolds, objet, remanuel de physique. Le juge, Sarah Wilkins, se pencha légèrement en avant dans sa grande chaise, ses yeux perçants scrutant l'écran. Puis elle commença à lire l'email à voix haute, sa voix plate, dépourvue d'émotion, une simple récitation des faits devant elle. Nathan, comme nous l'avons discuté, notre objectif financier doit rester le développement artistique d'Alex. Nous ne pouvons pas détourner des fonds à ce stade critique. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Un soupir collectif, petit mais audible, parcourut la galerie. J'osai jeter un coup d'œil à ma mère, son visage était devenu blanc comme un linge. Elle avait l'air d'avoir été giflée, la couleur s'étant effacée de ses joues. Sa bouche était légèrement ouverte. David ne s'arrêta pas. Il était implacable. Prochain élément de preuve, s'il vous plaît. Un email de moi demandant $50 pour des frais d'examen de certification, un investissement dans ma future carrière. Et puis la réponse de mon père, lue à nouveau à voix haute par la voix impassible du juge. Nathan, ton frère a besoin d'un nouvel objectif téléphoto pour son appareil photo qui coûte plus de $1000. Nous accordons la priorité à ses besoins car son parcours professionnel exige un investissement initial important. Tu dois apprendre à te débrouiller seul. L'un après l'autre, David afficha les emails, une douzaine d'entre eux, chacun racontant la même histoire brutale et cohérente, chacun étant un petit clou pointu dans le cercueil de leur affaire frauduleuse. Il y avait une demande d'aide pour une réparation de voiture afin que je puisse me rendre au travail. Refusé. Une demande d'aide pour une facture de dentiste. Refusé. Toujours la même raison, Alex. Les frais de scolarité d'Alex. Les fournitures d'Alex. Le potentiel d'Alex. La salle d'audience était totalement, profondément silencieuse, à l'exception de la voix régulière du juge lisant à haute voix les propres mots accablants de ma famille. Lorsque le dernier email fut affiché, elle se tut. Elle enleva ses lunettes, les polit lentement avec un petit chiffon et les remit. C'était un geste délibéré, réfléchi et terrifiant. Puis elle leva les yeux, son regard balayant mes parents, mon frère et ma cousine Elena. C'était un regard d'un mépris si profond et non dissimulé que je vis mon père tressaillir physiquement comme s'il avait été frappé. Le masque du parent vertueux et affligé n'avait pas seulement été brisé, il avait été incinéré, ne laissant derrière lui que la vérité laide et avide. Monsieur Albright, l'avocat habile, mélangeait ses papiers, le visage rouge, évitant tout contact visuel. Alex fixait l'écran, la bouche légèrement bée, comme s'il ne pouvait pas comprendre un monde où ses besoins n'étaient pas au centre de l'univers. Ma mère avait la tête baissée, le visage caché dans ses mains, mais cette fois, les larmes étaient clairement réelles. C'étaient des larmes d'humiliation publique pure et sans mélange. Le juge finit par regarder leur avocat. « Avez-vous autre chose à ajouter, maître ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de glace. Monsieur Albright, pour la première fois de la journée, resta sans voix. Il se contenta de secouer la tête, en baissant les yeux sur sa table. Le juge Wilkins me regarda alors, et pendant une seconde fugitive, je vis dans ses yeux quelque chose qui n'était pas seulement un jugement professionnel.
C'était une lueur de compréhension humaine, de respect. Puis son regard revint brusquement à ma famille. Je pense que j'en ai assez vu, dit-elle, sa voix comme le maillet qu'elle était sur le point d'utiliser. Le spectacle était terminé. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour le verdict officiel. Les rouages de la justice, pour une fois, tournèrent rapidement. Pendant les jours qui suivirent l'audience, David Chain m'appela au travail. Je pris l'appel dans une salle de conférence vide, le cœur battant la chamade. Nous avons gagné, Nathan, dit David, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Nous avons absolument gagné. Le juge n'a pas seulement rejeté leur affaire. Elle l'a rejeté avec préjudice, ce qui est un terme juridique, signifiant qu'ils ne peuvent plus jamais intenter la même action futile contre vous. C'est fini. Une vague de soulagement si puissante qu'elle faillit me faire plier les genoux me submergea. Je dus m'asseoir. C'est incroyable, David. Merci. Attends, ça devient encore mieux, dit-il, visiblement amusé. Elle a écrit dans sa décision officielle que leur revendication était, et je cite directement, une tentative transparente et malveillante d'exproprier des biens par l'abus de liens familiaux et de dettes émotionnelles fabriquées. Elle les a absolument éreintés. C'était fini. J'avais gagné. J'avais défendu ma maison, mon travail, ma vie. Je m'étais levé contre eux, et pour la première fois, j'étais sorti vainqueur. Ce soir-là, j'ai fêté ça, non pas en allant dans un bar ou un restaurant chic, mais en allant dans mon garage. J'ai enlevé la housse poussiéreuse de la Harley. J'ai mis du vieux Tom Petty, et pour la première fois depuis des mois, j'ai travaillé sur ma moto. J'ai senti le retour de la paix familière et facile, mais elle était plus profonde maintenant, plus solide. C'était la paix d'un homme qui avait combattu un dragon et, contre toute attente, avait gagné. Cette paix dura exactement 2 jours. Je rentrais du travail le vendredi soir, impatient d'un week-end de liberté, et je le trouvais. La porte de mon beau garage blanc et propre avait été taguée à la peinture en aérosol. En énormes lettres rouges bâclées et dégoulinantes, il y avait 2 mots, voleur et menteur. Mon cœur martelait contre mes côtes, un battement de tambour de panique. Je courus vers la porte, mes mains tâtonnant avec les clés, une terrible et écœurante appréhension montant dans ma gorge. Je l'ouvris d'un coup, priant pour qu'ils se soient arrêtés à la porte. Ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient atteint la Harley. Ils avaient pris une bombe de la même peinture rouge et l'avaient déversée sur tout le moteur que j'avais si méticuleusement reconstruit. Elle dégoulinait des ailettes de refroidissement sur le sol, une mare de violation rouge sang. Le siège en cuir personnalisé que j'avais économisé pendant des mois pour acheter était lacéré en lambeaux, le rembourrage arraché comme des entrailles. Une rage, pure et absolue, différente de tout ce que j'avais jamais ressenti dans ma vie, me submergea. Elle n'était pas chaude et bruyante. Elle était glaciale et silencieuse. Il ne s'agissait plus d'un différend familial. Il ne s'agissait plus d'argent ou d'une maison. C'était un crime. C'était une violation de la nature la plus profonde et la plus personnelle. Ils étaient entrés dans mon espace et avaient essayé de détruire la seule chose qui était purement à moi. Je ne criais pas. Je ne frappais pas un mur. Mon cerveau d'ingénieur prit le dessus, repoussant la rage. Documenter. Observer. Je sortis mon téléphone et tout documenté, prenant des photos nettes et claires sous tous les angles. Puis, une étincelle de souvenir, ma caméra de sécurité, celle que j'avais installée au-dessus de la porte du garage il y a 1 an après la disparition de quelques colis. Je rentrais, les mains tremblantes d'adrénaline, et affichais sur mon ordinateur portable les images de la nuit précédente, et ils étaient là. À 1h37 du matin, la caméra infrarouge les éclairait d'une lumière blanche fantomatique. Les images étaient granuleuses, mais les identités étaient indubitables. C'était Alex tenant la bombe de peinture en aérosol, ses mouvements saccadés et remplis d'une énergie méchante. Et juste derrière lui, tenant une lampe de poche et un couteau utilitaire, il y avait ma cousine Elena, la respectable directrice marketing. Je regardais en silence, stupéfait, Alex vandaliser ma propriété tandis qu'Elena, la professionnelle du monde de l'entreprise, agissait comme son guetteur et complice avant de s'avancer elle-même et de lacérer le siège de ma moto avec le couteau avec des coups vicieux et délibérés. Je sauvegardai le fichier vidéo sur mon bureau. Je pris mon téléphone et j'appelai la police. 1 heure plus tard, une voiture de police, ses lumières éteintes, s'arrêta silencieusement dans mon allée. Un agent d'une 40aine d'années, à l'air fatigué, du nom de Rodriguez en sortit. Il avait les yeux fatigués, blasé d'un homme qui passe ses nuits à gérer les pires aspects de la nature humaine.
Au début, son attitude était exactement ce à quoi je m'attendais, professionnel mais sceptique. Il avait vu 1000 querelles familiales désordonnées. Alors, vous dites que c'est votre frère qui a fait ça, demanda-t-il en regardant les graffitis sur la porte du garage, son ton étant évasif. Je ne le dis pas, répondis-je, ma voix calme et uniforme, un étrange sous-produit de ma rage concentrée. Je vous le montre. Je le conduisis à l'intérieur, à ma table de cuisine, ma salle de guerre. Je ne lui montrai pas seulement les images de la caméra de sécurité. Je lui montrai tout. J'avais tout préparé. Tout d'abord, je lui donnai une copie imprimée de la décision du juge concernant le procès avec les phrases clés mises en évidence. Ensuite, je lui fis visionner la vidéo de sécurité sur mon ordinateur portable. J'expliquai le contexte, non pas avec émotion, mais avec une simple chronologie logique. Ils m'ont poursuivi pour la maison. Ils ont perdu au tribunal mardi. Cela s'est passé jeudi soir. Ce n'est pas un acte aléatoire. C'est une représaille. Alors qu'il regardait la vidéo d'Alex et Elena, toute l'attitude de l'officier Rodriguez changea. La lassitude professionnelle disparut, remplacée par une concentration dure et sérieuse. Il se pencha plus près de l'écran, ses yeux se rétrécissant. Il vit ce que je voyais, non pas une querelle familiale désordonnée, mais un acte criminel prémédité. Association de malfaiteurs, destruction de biens, crime. J'aurais besoin d'une copie de ce fichier vidéo, dit-il, sa voix désormais ferme, uniquement professionnelle, et d'une copie de cette ordonnance du tribunal qui établit le motif. Nous allons rendre visite à votre frère et à votre cousine. Pour la deuxième fois en une semaine, le système dont j'avais si peur fonctionnait pour moi, tout cela parce que j'avais une documentation froide et dure. Les retombées furent rapides et spectaculaires. La visite de la police terrifia clairement ma famille car leurs tactiques passèrent immédiatement de la destruction physique au dénigrement public. Alex lança une page GoFundMe intitulée « Aidez-moi à reconstruire après la trahison familiale », remplie de mensonges sur la façon dont j'avais volé son héritage et manipulé les tribunaux. Ma mère publia sur un groupe Facebook communautaire local un long message imbibé de larmes sur son fils ingrat et insensible qui utilisait la police pour déchirer sa propre famille à cause de l'argent. Mais ils s'étaient fondamentalement trompés dans leurs calculs. Ils supposèrent que tout le monde dans leur monde voyait les choses de la même manière qu'eux. Mon téléphone vibra avec une notification d'une discussion de groupe familial que j'avais mise en sourdine il y a des semaines. Mon cousin Diego, qui était le frère cadet d'Elena, avait publié le lien vers le discours de ma mère sur Facebook. Son message disait « Tante Maria, oncle Roberto, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je viens de voir les images de sécurité que Nathan m'a envoyées. Vous l'avez poursuivi, vous avez perdu, et ensuite vous envoyez Alex et Elena comme une paire de voyous pour détruire sa propriété. Êtes-vous fou? Laissez-le tranquille. » La discussion explosa. D'autres tantes, oncles et cousins se joignirent à la discussion. Certains défendirent mes parents avec de faibles platitudes sur la loyauté familiale, mais beaucoup, à mon plus grand choc, me défendirent. Ils parlèrent de la façon dont ils avaient toujours vu le favoritisme flagrant, de la façon dont ils m'avaient vu travailler d'arrache-pied alors qu'Alex se voyait tout remettre sur un plateau d'argent. Le coup final et décisif, cependant, vint de la seule personne que j'avais essayé et échoué à joindre. Un message apparut dans la discussion depuis un numéro que je n'avais pas enregistré, mais un nom que je connaissais mieux que le mien, Louis Reynolds, mon grand-père. Son message était court et brutal. C'était un texto public adressé à mes parents pour que toute la famille le voie. Roberto et Maria, vous êtes une honte pour le nom de cette famille. Il a réussi malgré vous, pas grâce à vous. Laissez votre fils tranquille avant de vous embarrasser davantage. Un profond sentiment de justification me submergea, si fort que j'eus l'impression d'un poids physique qui se soulevait de ma poitrine. La vérité était au grand jour. La famille n'était pas un front uni. C'était un groupe fracturé de personnes qui étaient restées silencieuses pendant bien trop longtemps. Plus tard ce soir-là, alors que je finissais de nettoyer le désordre dans le garage, ma sonnette retentit. J'ouvris la porte et trouvai mon grand-père, Louis, debout sur mon porche. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, son visage marqué par l'inquiétude, mais ses yeux étaient clairs et stables. « Ta mère m'a dit que tu ne voulais pas parler, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Elle m'a dit que tu étais en colère contre moi, mais je connais mon fils, et je te connais toi, alors je savais qu'elle mentait. » Il avait fait 2 heures de route pour me voir dès qu'il avait vu l'explosion dans la discussion de groupe. La véritable cavalerie venait d'arriver. L'arrivée de mon grand-père a été un tournant.
C'était comme la première pluie pure après un feu de forêt. Il n'est pas resté seulement 1 heure. Il a posé son petit sac de voyage dans ma chambre d'amis et est resté tout le week-end. Au début, il n'a pas beaucoup parlé du procès ou du drame familial. Au lieu de cela, il est entré dans mon garage, a examiné les dégâts d'un œil critique, a regardé la Harley éclaboussée de peinture et a dit, sa voix pleine d'une intention graveleuse, « Eh bien, on dirait qu'on a du travail à faire. Où sont les chiffons et la térébenthine ?» Pendant 2 jours entiers, nous avons travaillé côte à côte dans ce garage. Nous avons méticuleusement nettoyé chaque partie de ce moteur. Il était lent et méthodique, ses vieilles mains noueuses possédant toujours le toucher doux et sûr d'un mécanicien. Il m'a montré une astuce pour enlever la peinture du chrome sans le rayer, une technique impliquant de l'essence minérale et un type spécifique de tissu doux, un secret qu'il avait appris il y a 50 ans dans son propre atelier. Nous avons parlé pendant des heures, mais pas d'eux. Nous avons parlé de moteur, de la supériorité du vieil acier américain, de la bonne façon de régler un écartement de bougie. Sa présence silencieuse et concentrée était un baume réparateur. C'était le moment le plus normal, le plus paisible que j'ai eu depuis des mois. Sa présence était une validation silencieuse et solide que je n'étais pas le fou. Je n'étais pas le problème. Dans les semaines qui ont suivi, inspiré par sa visite, j'ai commencé à construire délibérément une nouvelle vie, une vraie, pas seulement une vie de survie tranquille. Sur ses conseils, j'ai finalement traversé la rue et me suis présenté correctement à mes voisins, Michael et Suzanne Peterson, un couple de retraités qui vivaient dans cette maison depuis 30 ans. Michael était un ancien plombier avec un atelier à lui, et Suzanne avait été professeure d'anglais au lycée. Elle avait cette capacité déconcertante de voir à travers les gens et de comprendre les dynamiques familiales complexes. Elle est rapidement devenue un mentor informel, une présence sage et chaleureuse à qui je pouvais parler sans jugement. J'ai franchi une autre étape importante, celle à laquelle je pensais depuis des années. Je suis allé au refuge pour animaux local. Je ne cherchais pas un chiot mignon et énergique. Je cherchais un compagnon qui, comme moi, avait quelques cicatrices et comprenait la valeur d'un foyer tranquille et stable. C'est là que j'ai trouvé Diesel. C'était un berger allemand de 7 ans avec une légère boiterie permanente à la patte arrière et les yeux les plus calmes et les plus sages que j'ai jamais vus. L'étiquette sur sa cage disait qu'il avait été abandonné par sa précédente famille lorsqu'ils avaient déménagé. Nous nous sommes compris immédiatement. J'ai rempli les papiers d'adoption ce jour-là. J'ai aussi, à l'instigation de Suzanne, cherché un club local de motos anciennes. J'étais hésitant au début, je n'ai jamais été du genre à adhérer. Mais j'ai roulé avec ma Harley à moitié restaurée à une réunion du samedi matin à l'arrière d'un vieux restaurant. Je n'ai pas rencontré de jugement ou de critique, mais un intérêt sincère et enthousiaste et des offres d'aide immédiate. C'étaient mes semblables. Ils parlaient ma langue, la langue des carburateurs et des pièces personnalisées. Ils valorisaient le travail des mains d'une personne par-dessus tout. Mon monde s'étendait lentement, prudemment. Il se remplissait de nouvelles relations, basées non pas sur un sentiment toxique d'obligation ou de dette non écrite, mais sur des intérêts partagés, un respect mutuel et une gentillesse sincère. Ma famille était maintenant un mécanicien retraité de 78 ans, un professeur d'école retraité à l'esprit vif, un chien de sauvetage calme et loyal et un groupe de passionnés de mécanique qui aimaient les vieilles motos autant que moi. Et c'était plus réel, plus solide et plus solidaire que tout ce que j'avais jamais connu en 31 ans. Un dimanche après-midi, environ un mois après sa première visite impromptue, mon grand-père et moi étions assis sur mon porche dans 2 vieux fauteuils à bascule, regardant Diesel dormir dans un coin ensoleillé. Nous venions de terminer une longue mais satisfaisante journée de travail sur la moto. Le moteur était enfin propre et remonté. Louis s'est tourné vers moi, son expression plus sérieuse que je ne l'avais vue. Il avait quelque chose en tête. Je dois te dire quelque chose, Nathan, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Il m'a parlé de ma remise de diplôme universitaire, le jour où j'avais pensé qu'il était trop malade pour y assister. J'étais là, dit-il tranquillement, son regard fixé sur la rue. Je voulais venir. Je voulais te voir obtenir ce diplôme, célébrer avec toi. J'ai appelé ton père la semaine précédente pour organiser le voyage. Il m'a dit de ne pas venir. Je le regardais, le cœur serré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que tu étais embarrassé par moi, Louis, dit-il, les mots ayant un goût de poison même maintenant. Il a dit que tu progressais dans le monde et que tu ne voulais pas de ton grand-père mécanicien plouc avec de la graisse sous les ongles autour de tes nouveaux amis universitaires instruits. Il a dit que tu leur avais demandé spécifiquement de ne pas m'inviter pour t'épargner la gêne.
Le mensonge était si incroyablement cruel, si parfaitement conçu pour nous blesser tous les deux, qu'il me coupa le souffle. Ce n'est pas vrai. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Je voulais que tu sois là plus que quiconque. Je leur ai demandé si tu venais, et ils ont dit que tu étais trop malade pour voyager, que le long trajet serait trop difficile pour toi. Un regard triste et connaisseur traversa le visage de mon grand-père. Je sais que ce n'est pas vrai, mon fils. Je le sais maintenant, mais je l'ai cru pendant un certain temps. Ça a fait mal, mais je ne pouvais toujours pas rester loin. J'ai conduit quand même. J'ai garé mon vieux camion en face du stade, et j'ai regardé toute la cérémonie à travers une paire de jumelles que je garde dans la boîte à gants. Je t'ai vu traverser cette scène, Nathan, et je n'ai jamais été aussi fier de toute ma vie. Il fouilla dans le portefeuille en cuir usé qu'il portait dans sa poche arrière et en sortit soigneusement une photographie fanée et légèrement floue. Il me la tendit. C'était moi, une minuscule figure indistincte en toge et chapeau, traversant une scène à des centaines de mètres de distance. Il l'avait prise depuis son camion. Il l'avait gardée dans son portefeuille pendant près de 10 ans. Des larmes, chaudes et soudaines, montèrent dans mes yeux et coulèrent sur mes joues. La validation paternelle que j'avais désirée toute ma vie, la fierté que j'avais implorée, était là dans cette photographie floue et longue distance. Il ne m'avait pas abandonné. Il m'avait été volé. Puis il me raconta le reste de l'histoire de l'origine du poison, le secret qui expliquait mais n'excusait pas tout. « Tu sais pourquoi ton père est comme il est avec toi et Alex ?» demanda-t-il, sa voix basse. « Parce que la même chose lui a été faite. Sa sœur cadette, ta tante Carole, c'était la préférée. Ma femme, ta grand-mère, que Dieu ait son âme, elle était une bonne femme à bien des égards, mais elle voyait le soleil se lever et se coucher dans cette fille. Roberto pouvait rapporter un bulletin scolaire parfait, que des A, et elle hochait la tête et le mettait sur le réfrigérateur. Carole peignait un blob insignifiant, et ta grand-mère le faisait encadrer professionnellement et l'accrochait dans le salon. Il était le bourreau de travail. Elle était le prix, il soupira, un son profond et rauque de vieux regrets. Je ne l'ai pas vu assez clairement à l'époque. Je travaillais dans 2 emplois pour essayer de payer les factures. J'étais fatigué. Au moment où j'ai vu les réels dommages que cela lui causait, comment cela le rendait dur et amer, il était trop tard. Le moule était posé. Et quand il a eu 2 fils, il ne connaissait pas d'autre façon. Il est devenu ce qu'il détestait. Il se tourna dans son fauteuil à basculer et me regarda droit dans les yeux. Sa voix était ferme, sans équivoque. Je ne te dis pas ça pour te faire lui pardonner, Nathan. Tu me comprends? Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je te dis ça pour que tu comprennes. Ce poison, cette malédiction générationnelle, elle n'a pas commencé avec toi, et elle ne t'appartient pas. Tu as tous les droits, et peut-être même le devoir, de briser le cycle. Tu as tous les droits de t'éloigner et de construire ta propre vie. Ce n'est pas être égoïste. C'est de la survie. À ce moment-là, toute une vie de colère et de blessure en moi ne disparut pas, mais elle se transforma. Elle se reforma. Ce n'était plus une blessure personnelle infligée uniquement à moi par un père cruel. C'était une maladie générationnelle, et mon grand-père venait de me donner la permission dont j'avais besoin pour être celui qui y mettrait fin, pour être le pare-feu. Il confirma également ce que je soupçonnais à propos d'Elena. Elle a de graves problèmes financiers depuis des années, dit-il avec un geste dédaigneux de la main. Elle emprunte beaucoup à ton père depuis tout ce procès. Elle essayait juste d'assurer sa position avec lui, juste d'essayer de rester sur la liste de paix. Pathétique. Quelques semaines plus tard, j'ai terminé la Harley. Elle brillait sous les lumières du garage, une symphonie de chrome poli et de peinture noire profonde et brillante. C'était plus qu'une moto. C'était un trophée. C'était un témoignage. J'ai organisé une petite réunion pour célébrer, pas une réunion de famille, mais un rassemblement de ma vraie famille, Louis, les Peterson, Jessica et son mari, mon avocat David Chin et mes nouveaux amis du club de moto. Alors que je démarrais le moteur pour la première fois, son grondement profond et vibrant, qui faisait trembler le sol, était le son de ma propre liberté durement gagnée. Cela fait 8 mois que j'ai démarré cette Harley, 8 mois que j'ai véritablement, finalement et définitivement fermé la porte à la famille dans laquelle je suis né. Les tentatives de me contacter n'ont pas complètement cessé, mais elles ont changé. Elles sont devenues faibles, désespérées et franchement pathétiques. Ma mère envoie occasionnellement des textos, de longs paragraphes décousus remplis de culpabilité et d'agression passive.
Nous traversons une période financière très difficile, Nathan. Les frais juridiques de votre procès nous ont vraiment mis à mal. Votre frère n'arrive toujours pas à trouver un emploi stable. J'espère que vous êtes content de ce que vous nous avez fait. Je les lis et ne ressens rien. C'est comme lire un bulletin météorologique d'un pays étranger. Ce ne sont que des mots sur un écran d'un étranger que je connaissais autrefois. Mon père a tenté une autre tactique il y a quelques semaines. Il a envoyé un courriel froid et formel. Il n'y avait aucune excuse, aucun remords. Il disait simplement, cela fait assez longtemps. Il est temps que tu nous pardonnes. Une famille doit être unie. L'arrogance pure et absolue d'exiger le pardon sans le moindre soupçon de responsabilité était presque impressionnante. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marqué le message comme spam et je l'ai supprimé. L'Instagram d'Alex est devenu une triste chronique publique de sa propre création. Il travaille maintenant à temps partiel dans un café pour payer son assurance automobile. Ses histoires ne parlent plus de ses grandes visions artistiques ou de son futur studio. Elles sont remplies de plaintes amères à propos des clients impolis, de son responsable et de longs messages vagues à propos des dynamiques familiales toxiques et des personnes qui l'empêchent d'atteindre son véritable potentiel. Il ne comprend toujours pas. Il est, et sera probablement toujours, le héros de sa propre histoire tragique. Je n'ai pas bloqué leur numéro ou leur compte. Au début, c'était parce que mon avocat m'a conseillé de conserver une trace de tout harcèlement potentiel. Mais maintenant, c'est parce que cela n'a tout simplement plus d'importance. Leurs mots, leurs drames, leur apitoiement sur eux-mêmes, tout cela n'a plus aucun pouvoir sur moi. Ce n'est que du bruit, un faible et minuscule écho d'un monde que je n'habite plus. Ma vie est tranquille maintenant. C'est un bon calme, le meilleur qui soit. C'est un calme rempli du clic heureux et rythmé des ongles de diesel sur le plancher de bois franc alors qu'il me suit de pièce en pièce. C'est un calme rempli des rires faciles de mes amis du club de moto un samedi matin. C'est un calme rempli de la voix basse et sage de mon grand-père. Il vient presque tous les dimanches. Nous ne parlons plus beaucoup du passé. Nous parlons de l'avenir. Nous prévoyons actuellement une restauration complète d'un Ford F100 de 1968 déglingué que nous avons trouvé dans une grange. Un nouveau projet, un nouveau départ. Ma maison n'est plus seulement une propriété à défendre. C'est un foyer. Mon garage n'est plus une scène de crime potentiel. C'est mon atelier, mon sanctuaire, mon lieu de paix. L'acte de propriété, le document qu'ils ont essayé de voler, se trouve dans un coffre-fort ignifuge dans mon bureau. Ce n'est pas seulement un document juridique. C'est ma déclaration d'indépendance. C'est la preuve que j'ai survécu. C'est la preuve qu'un homme peut construire ses propres fondations, des fondations suffisamment solides pour résister à toutes les tempêtes, même celles qui viennent de son propre sang. J'ai appris la leçon la plus difficile et la plus précieuse de toutes, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner, et vous n'avez jamais à vous excuser de choisir de vous sauver. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais elle devait être racontée. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû faire face à une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et votre propre bien-être? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.